19h45, nous sommes le 23 janvier 2023 et l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux s'est tenue ce matin. Une rencontre présidée par le chef de l'État Macky Sall, président du Conseil supérieur de la magistrature, protection des usagers dans le système de santé publique. Thème choisi cette année, les magistrats prônent une démocratie sanitaire. L'actualité ce lundi, c'est aussi l'université Iba Der Thiam de Thiès qui se mobilise pour la lutte contre le paludisme. Un programme a été mis sur pied pour étudier l'introduction du vaccin anti-paludique au Sénégal, un vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Cette semaine, l'enquête du lundi, on s'éloigne un peu de Dakar ce soir. Nous irons sur la grande côte entre Saint-Louis et Louga. La zone attire les convoitises et est menacée par l'avancée de la langue salée. Enquête à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Rentrée solennelle des cours et tribunaux 2023. Les magistrats diagnostiquent le système de santé publique du Sénégal. Pour les juges, les décès liés au manque d'infrastructures et de personnel de santé qualifié sont inadmissibles. Ils prônent une démocratie sanitaire. La rentrée a été présidée par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Dia. La salle d'audience de la Cour suprême a reçu le président du Conseil supérieur de la magistrature, des magistrats et auxiliaires de la justice pour la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Le conseiller référendaire de la Cour suprême a prononcé le discours d'usage. Dans son allocution, Biram Faye diagnostique sans complaisance le système de santé publique et ses usagers. Son plaidoyer s'articule autour de deux aspects, la garantie à l'égal accès et la qualité des soins médicaux. Il est inadmissible au XXIe siècle que des personnes décèdent par manque d'infrastructures hospitalières, d'équipements ou de personnel de santé qualifié, et plus encore, en raison de la mauvaise répartition de ces moyens humains et matériels sur le territoire ou du fait de laxisme. Le droit à la santé est d'abord garanti par la Constitution, y compris les conventions internationales intégrées dans le préambule. Il incombe à l'État d'assurer la disponibilité de l'offre des services de soins et d'en garantir l'accès, particulièrement pour les plus vulnérables. Le principe constitutionnel de l'égal accès aux soins implique l'existence de services de santé fonctionnels et géographiquement accessibles, afin que l'usager, quel que soit l'endroit où il se trouve, puisse s'y rendre facilement. Le procureur général près la Cour suprême, de même que le président de l'institution, appuie la teneur de la prise de parole de Biram Faye. Le bâtonnier clarifie à son tour les notions de démocratie sanitaire et d'usager. L'usager, à mon avis, c'est le malade, c'est le patient, le client, le citoyen, concerné par le système de santé sous ses forts aspects préventifs, curatifs, réadaptatifs et de protection sociale. La reconnaissance des droits des usagers et leur mise en œuvre induit un ensemble de moyens institutionnels, humains, techniques et financiers qui participent plus généralement du processus de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, et comme l'a souligné le procureur général, la démocratie sanitaire. Un système de santé doit garantir des services de qualité à un coût abordable et accessible à tous, quand et partout où cela est nécessaire. Le président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, a apporté des réponses à ces interpellations. Macky Sall a rappelé les efforts de son régime sur le secteur de la santé, qui a vu son budget doubler en 10 ans. L'État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l'accès aux services de santé et au bien-être. Et pour matérialiser ce principe, c'est pour matérialiser ce principe que j'ai inscrit la santé comme une composante de l'axe 2 du plan Sénégal émergent
consacrée au capital humain, à la protection sociale et au développement durable. Il s'agit, dans une approche de justice sociale et d'équité territoriale, d'élargir l'offre de services de santé par un effort de construction de nouvelles infrastructures, de relèvement du plateau médical et de recrutement de personnels médicaux et paramédicaux. Une cérémonie teintée d'émotion. Le président de la Cour suprême fait ses adieux à ses pairs. Cheikh Tidiane Koulibaly est appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Et justement, Mamadou Dian, le bâtonnier, s'est également prononcé sur les attaques et les menaces répétitives contre la justice et les justiciers. Selon Mamadou Seck, l'institution judiciaire ne mérite pas l'image qu'on lui colle. Je vous propose de l'écouter. Notre justice n'a pas été épargnée ces derniers temps, où nous avons été témoins généralement de confrontations entre les institutions et les citoyens, dont les formes comme les raisons ont laissé perplexe certains. Les commentaires sont aisés, fréquents, rarement convergents, et les attentes des uns et des autres souvent teintées de contradictions. Quand les réseaux sociaux cherchent à s'imposer au droit et à la justice, quand le principe même d'autorité est rejeté, quand le triomphe de droits subjectifs illimités est revendiqué avec âpreté sur des bases à géométrie variable, quand les décisions de justice sont aussitôt contestées, voire vilipendées, quand les juges sont psychologiquement menacés ou considérés comme des adversaires politiques, les acteurs de la justice sont interpellés au plus haut point pour que la justice ne tende pas à devenir de patients du propre système judiciaire. Qu'il soit à tort ou à raison, le déficit de confiance et la défiance des citoyens à l'égard de leur justice jettent de façon dommageable le soupçon sur une institution qui ne le mérite pas et qui doit être respectée. Car la justice est rendue au nom des citoyens, lesquels doivent s'y reconnaître et s'y soumettre pour qu'elle reste ce pied d'état de droit. Chers magistrats, chers avocats, chers auxiliaires de justice, ce que l'on peut appeler un affaiblissement de l'autorité judiciaire procède certes d'un état d'esprit de certains citoyens, mais, reconnaissons-le, aussi est entretenu de l'intérieur de l'institution par certains de nos comportements. Les acteurs de la justice que nous sommes doivent être irréprochables. Les magistrats exerçant leur magistère avec indépendance et impartialité. Et les avocats assurant la défense dans la dignité, l'honneur, le courage et en indépendance. Nous avons tout pour jouer notre rôle. Surtout que nous avons tous, un jour, prêté serment d'être indépendants et dignes, pour ne citer que ces deux principes essentiels qui caractérisent. Parlons à présent de la modification de la loi sur le domaine national. Le cadre de réflexion et d'action sur le foncier du Sénégal émet quelques réserves. Il s'agit de la 4e modification depuis l'adoption en 1964 de cette loi. Le point qui inquiète le GRAFS concerne la gestion des exploitations agricoles familiales. Il recommande une harmonisation des textes recommandations faites à Thiès lors d'une rencontre. C'était en présence de notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Zen. Modification de la loi sur le domaine national, une mesure salutaire. Toutefois, il y a des points d'achoppement qu'il urge de régler. Babacar Diop, membre du comité politique du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, CRAFS. L'exploitation agricole familiale comme cible pour cette modification, mais dans le texte, cette notion n'apparaît pas. On a juste parlé d'une ou de plusieurs personnes physiques. Dans les cas où les attributaires sont membres d'une famille, beaucoup de paramètres doivent être pris en compte. Sachant qu'au Sénégal, la famille est très élastique. La question de l'héritage se pose déjà avec acuité. Que faut-il faire en cas de décès d'un membre de la famille? Que faut-il faire en cas de divorce?
Qu'en est-il de la séparation des biens ou biens collectifs entre époux? Que faut-il faire dans le cas où le chef de famille prend une autre épouse ou a des enfants majeurs? Autant de questions qu'il faut adresser sous ce chapitre. Un arrangement des textes et lois qui régissent le foncier dans notre pays. Après lecture de tous ces points d'attention, le CRAFS recommande d'aller vers une harmonisation de l'ensemble des textes régissant le foncier. Les acteurs du monde rural, et notamment ceux qui exercent dans les activités agro-silvo-pastorales, s'engagent à accompagner l'État dans l'harmonisation des règlements relatifs au foncier dans notre pays. Santé à présent, lutte contre le paludisme. L'université Iba Der Thiam de Thiès se mobilise. Elle a lancé un programme pilote pour l'introduction du vaccin anti-paludique au Sénégal, un vaccin développé par les laboratoires GSK et approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, il est utilisé dans plusieurs pays d'Afrique. Explication Mamsene Boubabou. Des chercheurs et acteurs de la lutte contre le paludisme se mobilisent afin de trouver des stratégies de mise en œuvre de l'introduction de vaccins anti-paludiques au Sénégal. Les échanges vont permettre vraiment, je pense, d'affiner les approches, de créer une démarche inclusive à travers les pays, notamment les pays où il y a des pics saisonniers importants, ce qui est le cas de notre pays. Et donc, à l'issue de ces travaux, je pense que des stratégies seront mises en place. Un programme piloté par l'université Iba Der Thiam de Thiès, le recteur insiste sur l'importance de la recherche pour pouvoir mener à bien la tâche. C'est une des priorités de l'université Iba Der Thiam de Thiès, donc d'appuyer la recherche, parce que la recherche, c'est la vitrine d'une université. Et normalement, lorsque l'on parle d'une université, il faudrait que l'on voit tout de suite quelles sont les priorités dans le domaine de la recherche. Et l'université de Thiès, qui pilote ce programme régional, ce programme international donc de lutte contre le paludisme, essaie d'aider la recherche par un financement. Créer des vaccins, c'est bien, mais se les approprier, c'est encore mieux. Professeur Ramatoulaye incite ainsi les populations à accepter le vaccin. Les techniciens vont travailler à des vaccins, mais il est important que toute la communauté porte le vaccin. Voilà, il s'agit les communautés, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, coutumières et les populations pour que tout le monde soit sensibilisé et qu'il y ait une acceptation de cette thérapie. Cet atelier a réuni plusieurs pays et a vu la participation de plusieurs responsables de programmes nationaux de lutte. Objectif, aller vers un vaccin anti-paludique pour la réduction de la morbidité et de la mortalité infantile. Allons à présent à Ziguinchor. L'association des familles des victimes du Diola a lancé une collecte de photos et d'objets personnels appartenant aux victimes du naufrage. Ces objets vont être exposés au mémorial musée Le Diola. L'infrastructure sera livrée fin mars. Boubacar Abba, président de l'association, invite les familles des victimes sénégalaises et des 12 autres nationalités à participer à cette collecte. Je vous propose de l'écouter au micro d'Assanba et d'Abdo Sambou. Et à partir du moment où nous sommes dans cette phase de finition, il importe pour nous, en tant que famille de vivre, qu'on soit prêts. Parce que le contenu du mémorial, c'est le plus important. C'est-à-dire tout ce qui fait figure donc, de ce drame et donc le reflet de ces victimes, à savoir le profil, que ce soit des photos, des souvenirs, d'objets personnels. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous lançons la campagne de collecte d'objets personnels, de photos des victimes pour leur rendre davantage hommage. Donc il urge en tant que responsable de commencer par nous-mêmes et de saisir l'ensemble des familles de victimes, qu'elles soient sénégalaises, européennes, il s'agit de 12 nationalités, afin que tout le monde converge dans ce sens-là pour mettre à la disposition du mémorial musée des objets, des photos dans ce sens-là, afin davantage de rendre hommage. Et ce musée va symboliser ce drame. Et pour chaque victime, évidemment, il y aura un hommage rendu de manière assez significative, de manière physique et autre. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train
de lancer cette campagne aujourd'hui, ici, à partir de Ziguinchor. Nous estimons que certainement d'ici mois de mars, avec les différents experts, les responsables de FH et autres, nous pouvons vraiment livrer clé en main cet ouvrage. Mais cependant, nous, en tant que famille du contenu, il urge d'avoir ces éléments-là très rapidement, dans la semaine, je dirais même, pour le mettre à la disposition, en tout cas, des autorités, pour que vraiment tout ce qui s'agisse de contenu soit de mise. Parlons à présent du sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire et la résilience. Il se tiendra au Centre international de conférence Abdou Diouf du 25 au 27 janvier prochain. Cet événement sera une occasion pour le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire de présenter le pacte national, un pacte qui devrait permettre de mobiliser 1600 milliards de francs CFA. Ali Ngouindia nous explique tout au micro de Babacar Seck. Une vingtaine de chefs d'État. Nous avons également beaucoup de représentations d'institutions qui vont venir répondre à cet appel. Son Excellence, M. le Président de la République, le M. Adesina de la BAD, avec ce thème important sur la souveraineté alimentaire. Une quarantaine de pays, précisément, vont présenter aux partenaires, dans un format assez particulier, leur stratégie de souveraineté. Il en sera de même aussi pour le Sénégal qui abrite ce sommet. Et les attentes sont importantes. Je pense que Madame la vice-présidente de la BAD mesure à sa juste valeur après avoir reçu les pactes nationaux, et les attentes sont importantes pour tous les pays africains qui vont y participer. Je ne peux même pas d'ailleurs dire ce qu'on aura comme résultat. J'espère que nos partenaires vont nous accompagner et que les résultats seront à la hauteur de nos attentes. Ce 23 janvier, il y a un an, jour pour jour, ont eu lieu au Sénégal les dernières élections municipales, des élections lors desquelles l'opposition a remporté la quasi-totalité des villes majeures. Et bien, 12 mois après, Seydina Issa Laye Samb fait le bilan de sa première année passée à la tête de la mairie de Yoff. On peut dégager un bilan relativement positif. Nous avions trouvé à l'époque une situation certes assez difficile. Il faut le dire, une masse salariale exorbitante, vraiment des impayés, beaucoup de dettes. Donc nous avons profité de cette année première pour augmenter les recettes. L'assiette perçue par la municipalité sur les ODP, par exemple, mensuellement était de moins de 3 millions. Là, nous sommes à plus de 10 millions de francs. Et l'idée pour nous, c'était de renforcer notre trésorerie, de diminuer les charges de fonctionnement pour pouvoir améliorer la santé financière de la municipalité. Cela nous a permis d'apurer beaucoup de dettes. Cela nous a permis aussi d'être à jour sur beaucoup de domaines et beaucoup d'activités. Donc naturellement, nous avons beaucoup investi cette année dans l'éducation avec une réflexion des établissements scolaires qui étaient dans un état de développement avancé. Nous avons beaucoup appuyé les établissements en leur dotant de matériel de reprographie. Nous avons aussi renforcé les structures sanitaires. Donc nous avons achevé des structures qui étaient en construction depuis presque 6 années. Donc nous les avons achevées. Ensuite, nous avons porté un rééquipement intégral de tous les postes de santé de la commune. Donc, comme vous le savez, nous avons comme secteur prioritaire l'éducation et la santé. Et nous avons aussi investi dans beaucoup d'autres domaines. Le social aussi n'a pas été en reste. Donc, aujourd'hui, nous aurons la chance dans l'après-midi de faire une séance de reddition des comptes dans une structure de la place pour naturellement montrer aux populations ce que nous avons eu à faire durant ces 10 derniers mois. En tout cas, c'est un honneur pour nous de servir Yoff et que cette présentation de bilan-là ne puisse vraiment pas nous ragaillardir, mais puisse nous permettre d'être beaucoup plus aux aguets, d'être beaucoup plus à l'attente des besoins, à l'écoute des besoins de la population pour naturellement mieux les servir. Et puis ce week-end à Rufisque, l'inspection de l'éducation et de la formation de la circonscription a organisé une journée de solidarité avec les DARA. Cette première édition a pour objectif d'accélérer la modernisation des DARA, un programme de mise à niveau des maîtres coraniques est également prévu. Babacar Seck pour les précisions. Dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation du ministère de l'Éducation nationale concernant l'accompagnement des DARA
l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam a organisé sa première journée de solidarité avec les Dara. Nous l'avons manifesté à travers cette journée de solidarité aux Dara. Et en plus de cette action de solidarité au niveau des Dara, nous avons aussi essayé d'organiser un concours pour primer les meilleurs Ndongo Dara et les Serigne Dara. Donc c'est ainsi que nous avons abouti à 3 Serigne Dara qui vont être primés, 15 Ndongo Dara qui vont être primés et 114 Dara qui vont recevoir leur lot, n'est-ce pas, toujours pour les accompagner au niveau de leur Dara. La modernisation des Dara est en marche dans l'arrondissement de Sangalkam avec la formation des maîtres coraniques. Dans le souci vraiment d'améliorer les enseignements apprentissages, mais également d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et je crois que vraiment j'en profite pour féliciter, remercier Madame l'inspectrice et toute son équipe pour ce travail accompli auprès même de ces maîtres coraniques qui, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ont été suffisamment capacités en matière de psychopédagogie pour un peu pouvoir prendre en charge ces enfants et leur permettre d'avoir les conditions requises, mais également de pouvoir s'insérer dans le futur, dans le milieu socio-professionnel. L'autorité administrative a appelé les autres IF du département à prendre exemple sur Sangalkam pour faire de la modernisation des Dara une réalité. En mot de sport à présent, football, Idrissa Gana Gueye et Everton s'enfoncent dans la zone rouge du championnat anglais. Nampalys Mendy enchaîne une deuxième titularisation avec Leicester. En Espagne, Mamoudou Ibra Mbakefal joue ses premières minutes avec l'équipe A de Villarreal, pendant que Pathé retrouve sa place de titulaire. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cher Diop. D'abord, un week-end sombre pour les Sénégalais de la Premier League. Titulaire avec Everton, Idrissa Gana Gueye n'a rien pu faire pour empêcher la défaite des siens face à West Ham 2-0. Les Toffees qui s'enfoncent dans la zone rouge. Nampalys Mendy enchaîne une deuxième titularisation de rang avec les Foxes qui ont partagé les points avec Brighton et 2 buts partout. En Espagne, Pathé a repris sa place de titulaire avec Rayo Vallecano qui s'incline malheureusement 2-0 devant la Real Sociedad. Momo Mbaye a aussi joué tout le match avec Cadiz qui perd à Séville sur la plus petite des marches. Villarreal bat Girona 1-0. Nicolas Jackson n'a pas joué, mais le défenseur de 20 ans, Mamadou Ibra Mbakefal, est entré en cours de jeu son premier match de championnat avec l'équipe première de Villarreal. En Série A, Boulaye Dia et Salernitana ont subi l'efficacité napolitaine qui s'impose 2-0. Demba Seck a aussi été titularisé sur le front de l'attaque du Taureau qui s'impose devant la Fiorentina 1-0. En Belgique, pour finir, Youssouf Badji marque son deuxième but de la saison avec Charleroi face à son club Bruges pour un score de 2 buts partout. On s'éloigne un peu de Dakar pour apprécier la nature dans le Gandiol entre Saint-Louis et Louga, sur la Grande Côte entre points d'eau, mangroves, volatiles et domaines champêtres. La langue de Barbarie est relativement bien préservée, mais car il y a bien en mai, les habitants craignent les convoitises sur les terres, l'avancée de la langue salée, les nouvelles carrières de sable et l'extension de la pauvreté malgré quelques efforts de désenclavement. Enquête du lundi signée Hassan Gueye. Le pays ne s'arrête pas à Dakar. En y étant confiné, on passe à côté de l'essentiel. La déroute comportementale, qui est la nôtre, s'explique en grande partie par le manque d'émerveillement. L'éloignement permet souvent de voir bien plus loin. Les curieux du monde sont seuls au monde sur les berges que des paysages de toute beauté hébergent. Une succession de plans d'eau et de cartes postales, c'est l'aspect que le Gandiolais présente.
La mangrove est issue d'une feuille de route. La richesse ornithologique donne des ailes et des idées. Ça fait du reste que le grattement de la plume sur le papier se fait plus lyrique et plus fluide. Le bruit des moteurs et les randonnées rendues possibles par le désenclavement sont encore minimalistes pour troubler la quiétude. Comme la caméra, en un seul mouvement, celle-ci raconte infiniment d'histoires. La route panoramique qui a été construite est une colonne vertébrale pour les hameaux. Sans quitter le sol, les habitants ont aussi les pieds dans l'eau. Ils s'adonnent à la pêche, de laquelle ils tirent des moyens de subsistance. La tradition pastorale est encore vivace, même si les pâturages se font plus faméliques. Les changements climatiques instillent des tensions, mais la sociabilité ne disparaît pas. Comme dans la prophétie d'Isaïe, les animaux montrent l'exemple. Ici, les chèvres s'invitent sans problème à la table des chevaux. Une raclée pour l'homme, doté pourtant de milliards de neurones, mais incapable d'élan de solidarité. Les animaux pavoisent, l'humanité se déboise. Elle ne fait pas fagot de bois. Dans les bourgades, c'est pourtant moins palpable. Un blaireau proche des oiseaux, des palétuviers et des palmeraies dont les fruits mûrissent à meilleure posture que le héros de la ville, livré constamment à la course folle au béton et ravagé par le bavardage et la cacophonie. La musique du fleuve génère tant d'harmonie et quelque acrimonie. Au bout d'une croisière sur un bras de fleuve, on apprend que le coin de paradis est aussi un petit îlot infernal. La pauvreté a élu domicile, la jeunesse prend de plus en plus la tangente, exilée qu'elle est dans les centres urbains ou partie à l'aventure pour des horizons lointains. L'ambiance champêtre n'a su les retenir, même si les marchés bigarrés sont inondés de produits maraîchers. Autre vertige, l'extension de la langue salée qui s'en prend à la biosphère et la chlorophylle. Les grains de sable enrayent la mécanique, les carrières se sucrent sur le dos de la nature et s'ajoutent aux mines de sel. Les prélèvements sont importants, le balai des camions incessant. Le transistor diffuse les nouvelles. Par ici, il y en a beaucoup qui réchauffent le cœur, de sorte qu'on n'en croit pas les yeux. Seulement, ici comme ailleurs, les mauvaises nouvelles voyagent bien plus vite que les bonnes nouvelles. Merci Hassan Gueye, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITB.